Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la structure des logiciels pour comprendre comment on arrivera à les débugger du plus simple logiciel au logiciel avec des bases de données. On va explorer la partie des caches, de l'identification, comprendre vraiment tout ce mécanisme. Et il faut savoir que moi, quand j'arrive sur un poste, il y a un utilisateur qui me présente un logiciel. Même si je ne le connais pas, je lui dis, bah tiens, tu vas aller dans Paramètres, Settings. En fait, les logiciels ont tous la même philosophie. Donc aujourd'hui, on va décrypter toute cette philosophie qui vous permettra de résoudre n'importe quel problème sur n'importe quel logiciel. On y va. On va partir sur des schémas. Donc j'ai ouvert Draw.io. Un logiciel, c'est juste un ensemble de processus. Ce processus, il va juste exécuter des tâches. Alors, ce processus, il va juste exécuter des tâches. Après l'exécution de tâches, finalement, qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Il va restituer la tâche à l'interface utilisateur. Et ce logiciel-là, il a besoin de stocker finalement de la donnée. Là, ça c'est de la partie config sur la côté gauche et la partie un user côté droit. Ce logiciel-là, il a besoin de stocker des configurations. Il va les stocker en JSON, XML, registre ou fichier.ini. Et après, il aura besoin de stocker une autre config. Ça va être finalement les préférences utilisateurs. On stocke les préférences utilisateurs, comme ça quand l'utilisateur il rouvre le même logiciel, il va pouvoir retrouver ses préférences. On va continuer dans le processus après avoir sauvegardé la config utilisateur, c'est le même principe JSON XML. Ou bien il va utiliser l'emplacement préféré, c'est la partie AppData au niveau Windows. Il aura besoin aussi le logiciel d'un bloc de cache. Donc temporairement, lorsqu'il fait des calculs ou autre chose, lorsqu'il fait des calculs, il va stocker ça en cache pour restituer la donnée plus rapidement. Le logiciel, il peut avoir ce qu'on appelle une base de données. À l'intérieur de cette base de données, on a maintenant un deuxième type de logiciel. On va créer un deuxième type de logiciel. Ça, c'était le logiciel très simple. Comme un gestionnaire de mots de passe, on aura de la configuration pour paramétrer les sécurités, pour paramétrer l'emplacement de la base, etc. et l'exécution dans un cache. Et le logiciel, il va avoir un dernier bloc, c'est les logs. Les logs, ça nous permet en cas de panne de pouvoir justement retrouver d'où vient la panne. Donc voilà un petit peu une structure de logiciel qui nous permet de finalement exécuter des tâches et de récupérer les données. Les logiciels un peu plus importants, on va dire, ils vont avoir une entrée ici et l'authentification. Donc je vais prendre un petit user et là on va rentrer une authentification ici. Voilà, donc là on aura des logs en plus, on aura souvent des choses qui seront séparées, c'est des logs applicatifs et des logs d'authent. Ce qui nous permettra de voir qui se connecte au logiciel et qui provoque des pannes sur le logiciel. Donc avec les deux logs, on arrivera à savoir qui se connecte et les pannes qu'on aura. Donc quand vous avez un problème sur un logiciel, il faut aller chercher directement dans les logs qu'est-ce qui s'est passé dans le logiciel. Quand, quand je voyais sur les posts que l'utilisateur, par exemple, il kill le process, d'accord, il kill le process quand il dit bah tiens, mon logiciel il est planté, il est à 100% de processeur, etc. S'il kill le process, bah, en fait, on n'aura jamais le log d'application parce que l'utilisateur la kill. Donc souvent, on doit attendre que le process il se finit afin que le logiciel il crée des erreurs ou bien le temps que le logiciel est à 100%, il faut aller voir les logs pour justement essayer de corriger ce problème-là. Donc à partir
de tout ça, maintenant il y a des logiciels aussi. Voilà un peu le processus. On va partir sur un autre logiciel cette fois-ci. Ça sera un logiciel avec un serveur web et un serveur de base de données. Donc, cette fois-ci, je vous ai dessiné un serveur web et un serveur de base de données. L'utilisateur qui va venir s'authentifier ici. Ici, entre les deux, on aura un compte de service, d'accord, et une chaîne de connexion. Bon, j'ai trouvé que ce petit icône. Ça, c'est une chaîne de connexion. ODBC, JDBC. En fait, une chaîne de connexion, c'est quoi? C'est juste pour pouvoir connecter le serveur web à la base de données. Comme ça, quand l'utilisateur donne des instructions au serveur web, il transcrit via la connexion ce que veut l'utilisateur. Si l'utilisateur demande tous les produits de la base de données, le serveur web va le mettre là. Voilà comment se passe une appli. Et ici, au niveau applicatif, ce que j'ai souvent vu, c'est que la base de données, elle va se composer de deux parties. Une partie configuration et une partie data. La partie configuration va contenir tous les paramètres du logiciel. Ça veut dire que si on réinstalle la partie web, il n'y a pas de problème. Le logiciel va se connecter via la chaîne de connexion à la configuration. On remonte l'application au final, plus derrière, il récupère les datas dans le volume data user. Et les derniers modules, c'est les logs applicatifs, logs d'authentification qu'on enverra dans un SIEM selon le besoin. Après avoir vu finalement une application simple, on a vu la partie web et database. Tout ça, web plus database, ça forme ce qu'on appelle une appliance. Des fois, on vous vend des appliances. En fait, il y a juste un serveur web, un serveur database qui tourne et qui répond à la tâche qu'on a demandé. Peut-être l'anti-spam, peut-être le vCenter ou d'autres. Voilà, là on a une appliance, donc c'est une application qui tourne, qui embarque souvent un serveur web, un serveur de base de données, ou bien on aura encore du legacy. Du legacy, c'est un serveur applicatif. Ici, on va mettre un serveur applicatif ici. Ça, c'est du legacy. Au lieu d'avoir une interface web, on a une interface, on a une vieille interface. Donc, on aura l'utilisateur, il fera une authentification sur la vieille interface. Il se récupère une vieille interface. La même, ici, on aura une chaîne de connexion qui vient se connecter à la database. À présent, on va revenir sur le schéma numéro 1 et on va expliquer un peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a besoin pour récupérer une application sur le logiciel numéro 1? On a besoin de récupérer finalement le backup de la data. On a besoin de récupérer le backup de la configuration du logiciel et on a besoin des configurations utilisateurs. À partir de là, dès que vous avez la data, les configurations, vous n'avez pas besoin des mineurs. Deuxième partie, c'est la partie des logs. Le logiciel, il envoie les données dans les logs. Les logs sont envoyés au SIEM. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de backuper cette partie des logs, puisqu'on les a en double. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une mise à jour de logiciel? Lorsqu'on fait une mise à jour de logiciel, souvent, le nouveau module upgrade, il va peut-être étendre les schémas de database. Pourquoi il va avoir un champ de plus? Imaginons qu'au départ, on a créé juste un utilisateur avec le nom, le prénom, la fonction, et à un moment donné, on a envie de rajouter son adresse et les numéros de téléphone. Donc on va faire une mise à jour. On va venir étendre la database avec de nouveaux champs. Dans l'Active Directory, ça s'appelle extension de schéma. Et ici, on va étendre la database. On va avoir de nouveaux binaries ici
parce que lors de l'appel, ces nouveaux binaries, ils prendront en charge peut-être les nouveaux champs de la database. C'est pour ça qu'il est important lorsqu'on fait finalement un upgrade d'une application de sauvegarder cette database-là. On a besoin aussi des fichiers de configuration. Ici, donc ça, c'est à sauvegarder aussi. Et la configuration user. La configuration utilisateur, elle est peut-être moins importante, peut-être c'est les préférences utilisateurs, tandis que la configuration ini vous permettra de faire fonctionner votre application avec les nouveaux champs. Comment on fait pour corriger un problème d'application de manière générale? Si l'application n'a pas de data, bah, on fera rien, sinon on reconnectera la data s'il y en a. La deuxième chose à faire, c'est de nettoyer le cache, le vider dans la corbeille. Tout ça, on vide les caches, comme ça, quand on relance l'application, ça repart de zéro. Quand on désinstalle le logiciel, souvent, il n'y a que cette configuration-là qui s'en va avec le logiciel, parce qu'il va être généré dans le binaries, dans le fichier bin ou setup, tout sera dans Program File. Mais par contre, la partition utilisateur dans Apps Roaming, elle sera toujours là. Donc ça aussi, il faudra le vider. Il y a un troisième effet qui se coule qui fait que même après suppression de tout ça, on peut avoir des problèmes parce que on avait dans le Windows, d'accord, on a un cache d'identité. Identification Windows, gestionnaire d'identification. Soit ici, on a des caches d'identité et ça aussi, il faut les nettoyer. Sur votre iPhone, vous avez aussi des caches d'identité. Si vous ne les avez pas nettoyées, vous supprimez l'application, vous remettez l'application. Il est possible que, à cause du cache d'identité qui est conservé, l'application ne fonctionnera toujours pas. Maintenant, sur notre deuxième schéma, on a une application qui a stocké tout dans la base de données, configuration et data dans Data User, ici, configuration et Data User. Donc là, c'est plutôt simple. On va backuper la configuration, backuper les datas, envoyer les logs dans le SIEM. Ici, c'est le backup. On envoie les logs dans le SIEM. Et ici, on a juste à réinstaller l'applicatif, le petit exe qui sera ici. L'applicatif qui sera ici avec les croix rouges. Dès qu'on a réinstallé l'applicatif, on connecte la chaîne de connexion. Il récupère la configuration qu'on a mise, la configuration dans la database. Il recharge sa configuration. Tout est opérationnel. Ici, c'est pareil. Si on part du serveur web, on va chercher la configuration, on recharge les données de l'utilisateur. Des fois, dans votre base SQL ou Postgres, ça sera séparé vraiment en deux bases. Une base configuration, une base data et plusieurs tables de data. Voilà comment on protège la donnée dans dans le deuxième cas. Voilà comment on protège la donnée dans le deuxième cas. Et pour finir, j'ai la partie vraiment vCenter Appliance, toutes les appliances qu'on peut transporter, des ISO qu'on met directement. Tout est embarqué à l'intérieur. Donc ce que nous, on peut faire, on peut sortir la configuration, souvent faire le backup de cette configuration-là et transmettre les logs au SIEM. Donc c'est le seul truc qu'on peut faire, backuper ça, transmettre les logs au SIEM. Le vCenter va avoir besoin de beaucoup d'espace disque parce qu'il va stocker l'analytique, le CPU monté en charge, les mémoires, etc. Donc ça, c'est pas des données qui sont primordiales pour la reprise d'activité. Sauvegarder la VM vCenter n'a finalement aucun sens parce qu'on a les logs ici, on les a envoyés au SIEM. Si on a notre fichier de configuration, on est capable de remonter le vCenter. Donc, moi, je verrais plutôt, j'ai le fichier de configuration du vCenter que je backup tous les jours et j'ai mon ISO. Ici, quand je vais redéployer mon vCenter, avec ce fichier de configuration, je retrouve mon infrastructure. Mon infrastructure va être remontée beaucoup plus vite parce que ici, j'aurai que
et j'aurai quelques gigas à déployer. Et pour finir, finalement, allons voir sur ChatGPT qu'est-ce qu'on détient lorsqu'on détient ce fichier de configuration du vCenter. Donc ici, si je sauvegarde uniquement la configuration du vCenter, qu'est-ce que je peux récupérer réellement? Et ça, quand je vous parle du vCenter, c'est de l'ensemble des appliances, c'est pas que le vCenter, ça peut être votre anti-spam, ça peut être tous vos appliances que vous avez. C'est très important de comprendre ça, la configuration du vCenter. Donc, on a tous les paramètres, le hostname et tout ça. Donc, quand on va remettre ça dans le vCenter, il va retrouver tous ces petits, les comptes d'accès, les permissions, les certificats, les services, la base de données, l'inventaire des ESX, les clusters, les ressources, les dossiers pool. Donc, on récupère tout. On n'a pas besoin. Dès qu'on fait repartir le vCenter, aïe, tout repart. Ah, pas. Avec cette sauvegarde, tu peux restaurer une nouvelle appliance, retrouver ton inventaire, la topologie, les rôles, les permissions, alarme, paramètres, voilà. Mais ça n'inclut pas les machines virtuelles. Évidemment, elles sont sur le data store, les machines virtuelles. Les fichiers de config ESX, ça c'est une autre appliance que vous devez sauvegarder aussi leur configuration. Dès qu'on sauvegarde cette configuration, donc on va rajouter sur notre schéma. Ici, on a le vCenter qui est attaché avec les ESX, ISO ESX. Et ici, on va sauvegarder pareil leur fichier de configuration. Donc voilà, les custom scripts, les backups externes. Voilà, c'est ce qu'il dit. On sauvegarde les ESX à côté. En ayant finalement sauvegardé deux fichiers de configuration, vous restaurez votre infrastructure. C'est mieux que de sauvegarder un vCenter qui fait 1 Tera. Là, ça va faire quelques mégas maximum. On, on part de quelques mégas, en plus on restaure plus vite. Les logs ici, ils sont stockés dans votre SIEM. Est-ce qu'on a besoin de backuper des logs qui sont là? Est-ce qu'on a besoin de backuper l'historique? Backup d'1 Tera, répliquer 1 Tera, sauvegarde immuable. Bon, on est à 3 Tera. 3 Tera vs quelques fichiers de 1 méga maximum. Et on finira finalement par cette partie-là de configuration, backup et tout ça en termes d'applicatif. On aura finalement un script de déploiement qui nous permet de jouer un scénario de PRA